J'espère que vous allez bien, vous allez pouvoir couper vos téléphones, faire un petit break. C'est la dernière ex de comptoir de ces 2 jours. Et on innove. On se sert de ce qui se passe pour en faire une opportunité. Vous n'êtes pas nombreux. Et c'est super, parce qu'on va pouvoir faire quelque chose d'extrêmement confidentiel. Vous l'avez vu, j'ai la chance d'avoir un super bar qui est particulièrement joli. Et donc, vous n'allez pas rester dans la salle, vous allez monter sur scène. Donc, tous ceux qui voulaient partir au bout de 10 minutes, bon, bah, c'est foutu. Vous pouvez essayer de partir par les coulisses, mais ce sera fermé. Donc, rejoignez-nous sur scène. On va faire un plateau qui va être magique. En plus, on a une super capta vidéo, donc ça va être mémorable. Toutes les places sont bonnes. Il y a déjà des personnes qui sont au bar. On les présentera après. C'est les piliers du bar, ils sont là souvent, donc... Alors ceux qui doivent partir 10 minutes avant pour les pitchs, bah, c'est pas grave, c'est comme dans un bar. Vous partirez, vous vous lèverez, on est prévenu. C'est pas de l'impolitesse de votre part, il n'y a pas de souci. S'il manque des chaises, on va en rajouter. Pas mettre trop de monde. C'est quoi la jauge maximum? On va voir. Ça passe ou pas? Vous me dites, c'est les techniciens qui me disent. Faut pas que ça craque. Est-ce que là, ça peut craquer? Normalement, non. On a encore 4 ou 5, allez-y. Voilà, de toute façon, ceux qui arrivent maintenant, bah, ils seront au premier rang. Puis, bah, et puis on peut en mettre un à côté ou 2, exactement. Il y a encore une place. C'est bon? On s'arrête là? C'est super. Oh, c'est génial. C'est mortel. Je suis obligé. C'est bien que je parle hein, pour la capta au micro. Hein. Ça va être bizarre, mais c'est comme ça. Ça va? Ah, ok. Est-ce qu'on peut diminuer ce projo là? Celui-là, là? Ouais, est-ce qu'en effet, c'est un contre, celui-là? Alors, ou alors sinon, je peux essayer de le masquer un peu. C'est mieux? C'est Yann qui éblouit. Ah bah c'est super, pas de contre, c'est formidable. Ouais, du coup, on est désolé. Hein, là, il y a vraiment 2 clans. Bon, voilà, on s'excuse. C'est un bar avec un nombre de places limité. En plus, comme c'est happy hour, bah, on est obligé de compter le nombre d'entrées. Je suis hyper content. On aurait pu faire un atelier sur la souplesse, l'agilité, l'adaptation. On aurait fait preuve de ça. Je me dis que pour ex de comptoir, on aurait dû faire ça dès le début. Avoir des gens avec nous sur scène parce que c'est mortel. On a le plaisir au bar, je mentais, hein, ils sont pas là souvent, enfin pas au bar en tout cas, d'avoir avec nous Yann et François, que je vais laisser rapidement se présenter. L'idée de Rex de comptoir ici, c'est pour ça qu'on a mis un comptoir, c'est qu'on parle comme au comptoir, comme dans un bistrot. On n'aime pas le blabla, on n'aime pas la langue de bois, on n'aime pas les envolées très politiques. Ce qu'on veut, c'est du terre-à-terre, du pratique. Et ce qu'on veut, c'est que vous qui êtes là, notamment tout près de nous, vous repartiez avec ce que vous êtes venus chercher. Peut-être que certains parmi vous ne sont rien venus chercher du tout. Peut-être qu'on leur a payé une journée, ils en ont profité avec leur boîte, ils disent c'est cool, je me balade, mais finalement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais vous êtes quand même nombreux, quand on vous croise, à être venus chercher des trucs, des idées, des inspirations, des choses concrètes. Est-ce que parmi vous, là, et parmi vous dans la salle, je vais essayer de penser à vous souvent, parce que sinon je vais avoir de la peine. Est-ce que vous êtes venus chercher des choses en particulier? Levez la main. Me dites pas quoi pour l'instant. Merde. Levez bien fort, d'accord. Est-ce que, ouais. Et les autres, vous êtes venus simplement par curiosité? Vous êtes impressionnés parce que vous êtes sur scène? Alors, comme vous êtes filmé, vos patrons qui vous ont envoyé à la fabrique peuvent voir si vous êtes bien là. Si vous n'êtes pas participatif, ils ne vous enverront plus jamais en formation. L'idée, c'est que ce soit interactif, c'est qu'on pose des questions. Avec François et Yann, on en a causé juste avant. Ils ne vont pas faire un grand monologue. C'est absolument pas l'idée. Ils ne vont pas causer pendant 30 minutes chacun de ce qu'ils ont fait, que c'était merveilleux, etc. Ils vont... C'est ce qu'on avait dit? C'est ce que tu avais prévu? Ils marchent normalement vos micros, on va les faire fonctionner, tu vas voir. Regarde. Tu vas voir. Regarde. Et celui-là marche aussi. Celui-là aussi. Ouais, voilà. Les 3 marchent. Donc l'idée, c'est qu'ils exposent rapidement qui ils sont, d'où ils parlent, et puis ensuite avec vous qu'on construise, et avec vous aussi, qu'on construise un dialogue interactif, et qu'on essaye de vous donner des éléments. François, au départ, tu n'étais pas prévu. C'est vrai. Hein. Je suis le bouche-trou. Ouais, bah c'est un sacré bouche-trou. Hein, c'est du bouche-trou de très bon niveau. François Pénaud, donc, parce que j'ai coupé l'écran. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis après on parlera un petit peu plus de l'expérience que tu as du changement.
Ok, ben moi j'interviens aujourd'hui avec l'étiquette, comme vous l'avez vu peut-être sur les écrans, de Stelia. Stelia Aerospace, c'est une filiale d'Airbus à 100%. Et en fait, il se trouve que j'étais depuis 4 ans et demi le patron de l'usine Stelia de Saint-Nazaire, qui est l'ancienne usine Airbus avant qu'ait été créée Aerolia puis Stelia, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Voilà, donc j'étais patron depuis 4 ans et demi de cette usine et je viens d'être nommé comme patron de l'usine Airbus de Nantes. Et c'est pour ça que, quelque part, je suis là avec une double étiquette, même si l'expérience que je vais partager avec vous, c'est plutôt celle de Stelia. Avant ça, j'étais pendant 15 ans dans le monde automobile chez PSA, où l'entreprise libérée est certainement un peu moins présente. Mais bon, il peut y avoir des choses intéressantes. On pourra en parler oui, aussi un petit peu. Le chapeau général de ce qu'on se raconte là, ça reste le changement. D'accord ? Ça reste comment est-ce qu'on appréhende ça. Et j'en parlais avec François au téléphone, on a un peu préparé ça. C'est que moi, je creuserai un peu la période de changement que tu vis aussi. Là, de changement aussi de structure, qui peut-être à titre individuel aussi est intéressante à creuser. Yann, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire ce que tu fais, qui tu es ? Oui, alors je suis Yann Trichard, je suis le créateur d'une boîte qui s'appelle SID, qui fait la transformation digitale, que j'ai créée il y a 18 ans, dans laquelle on est 160 personnes, et qui a comme particularité d'avoir suivi tout le principe de libération d'entreprise, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, depuis maintenant assez longtemps, 6 ans. Et puis, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire depuis 18 mois. Très bien, ça marche. Donc Yann l'a dit aussi. Peut-être j'aurais des questions à double titre. Patron d'une boîte, SID, qui en effet expérimente plein de choses. Et puis ce rôle à la CCI, qui est peut-être un peu, enfin qui nécessairement est un peu différent, et son rôle d'accompagnement du changement. Qui est dans une structure qui vit des changements importants ou qui s'apprête à vivre des changements importants, aussi bien dans la salle que sur scène ? Allez-y, levez la main. Alors, ne soyez pas timide, on s'en fout. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Allez-y. Oui, donc beaucoup ici. D'accord. Dans la salle, ça marche. Très vite à la volée, ces changements, ils sont de quelle nature ? Il suffit de balancer des mots bien forts. Moi, je me débrouille avec ça. Ils sont de quelle nature, ces changements ? Organisationnels ? Révolution numérique ? C'est-à-dire innovation managériale, c'est responsabiliser plus les gens, les managers. Quoi d'autre ? Pareil. Digital, ça marche dans la salle ? Est-ce qu'il y a des changements de nature différente ? Déménagement physique, merci. Mais oui, parce que ça, c'est des sujets aussi extrêmement concrets qu'on oublie de citer. Fusion, entreprise, rapprochement, service, c'est aussi des choses qu'on peut vivre. Ok, au travers des quelques exemples que vous avez cités, déjà, ça va nous donner, pas mal de matière. Je le redis pour ceux qui nous ont rejoints, loin de nous l'idée ici de dire ce qu'il faut faire, d'être moralisateur ou quoi que ce soit. C'est pas le propos ni de Yann ni de François, encore moins du mien que je suis animateur. Simplement de partager des expériences. On va redémarrer par Yann peut-être. Avant qu'on essaye de faire un maximum d'interactivité, tu es passé très vite en disant voilà, moi je suis patron de site qui a une expérience, qui a fait une démarche de libération. Est-ce que tu peux rapidement nous dire en quoi ça a consisté, et puis qu'est-ce qui a changé peut-être au cours des 5, 7, 10 dernières années ? En fait, le principe de la démarche de libération, c'est relativement simple. Il s'agit de décider de manière absolue de faire confiance aux gens avec qui on bosse. Après, le reste, chacun a sa route, chacun a son parcours. Je crois que le fondamental dans une entreprise, c'était déjà le cas chez SID, c'est asseoir un système de valeurs très 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 fort. Donc nous, on avait fait un séminaire il y a quelques années dans lequel on avait invité des collaborateurs, bien sûr, enfin tous les collaborateurs, plus des conjoints qui souhaitaient venir, et on avait dit, vous voulez vivre dans quelle boîte demain ? Donc sous 3 angles, un angle économique, un angle social et un angle sociétal. Et puis, en fait, à partir de ça, on a défini quels étaient les mots principaux qui allaient définir nos valeurs. Et donc, ça en a donné 3, que sont l'intégrité, le respect et la solidarité. Donc, avec ça, l'avantage, c'est que maintenant, le code du travail est moins important, puisqu'on a les fondements qui sont ceux qui régissent tous les rapports humains dans l'entreprise. Donc si on se manque de respect, ça ne marche pas. Si on manque d'intégrité, ça ne marche pas. Si on manque de solidarité, ça ne marche pas. Et donc avec ça,
et une vision d'entreprise claire, parce que c'est important d'avoir une vision d'entreprise claire. Qui est portée par qui, du coup? Que par le boss? Non, qui est co-construite une fois par an. On travaille sur la vision, on la partage tous ensemble, et donc pour qu'elle soit la plus diffusée possible. Quand les gens savent où ils vont et qu'ils ont un bon système de valeurs, derrière, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ce qui veut dire qu'après, ça se décline en plein de trucs. Par exemple, chez nous, il n'y a pas de fiche de poste. Il n'y a pas de système hiérarchique traditionnel au sens où il y a des petits chefs, des sous-chefs, etc. On a des responsables d'activité qui font le business et ensuite il y a des gens qui font le boulot. Et donc chacun, à l'intérieur des équipes, s'occupe de créer, de se répartir le travail en disant tiens, il y a ça et ça à faire. Et donc et voilà. Et puis ça marche puisque ça fait depuis qu'on a vraiment libéré complètement, c'est-à-dire décider que je ne décide plus. Il faudra peut-être que j'y revienne, mais ouais, on y reviendra. Eh bien, l'entreprise, sur les 5 dernières années, fait plus de 20% de croissance tous les ans. Donc ça veut dire que ça a bien déclenché les choses derrière. Alors, on en reparlera parce qu'il n'y a rien de magique et c'est le comment qui va nous intéresser. C'est pas parce qu'en fait, quand on dit, voilà, on a décidé de faire confiance ou on a co-construit, etc., c'est des mots qui peuvent à la fois être lourds de sens et en même temps qui nécessitent pas mal d'explications sur le comment. Parce que tu dis, chacun fait son chemin, mais je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns justement qui ne savent pas par où démarrer. Ceux qui arrivent dans le bar, n'hésitez pas à vous mettre là, parce que sinon on vous tourne le dos, c'est extrêmement impoli, et puis on vous voit pas. Donc mettez-vous là, comme ça on vous a dans notre champ de vision, c'est beaucoup plus agréable pour nous. N'hésitez pas à vous déplacer, il peut y avoir du mouvement, il n'y a pas de souci. François, alors tu es dans une position particulière, c'est-à-dire qu'il y a Stelia, et puis il y a ce changement de poste, il y a cette arrivée du coup chez Airbus avec un poste de direction. Peut-être un mot de Stelia, un mot personnel. Quelle est la part du changement qui t'a accompagné, on peut dire, chez Stelia dans différentes démarches peut-être d'organisation d'entreprise, et puis la manière dont tu appréhendes le changement dans ton arrivée chez Airbus? Chez Stelia, en fait, la grande difficulté chez Stelia, c'est que quand en 2009, il y a eu la création d'Aerolia, avant que ça soit fusionné encore avec Sogerma pour créer Stelia, l'usine concrètement, elle a failli mourir en fait sur Saint-Nazaire. Il y a eu quand même une grosse inquiétude. Pour quelle cause elle aurait pu mourir? Parce que à l'époque de la séparation et de la décision d'Airbus de créer cette filiale, l'idée initiale était de vendre l'usine et potentiellement l'usine allait être vendue en plusieurs morceaux et potentiellement c'était avec un fort risque qu'il n'en reste plus grand-chose. Aujourd'hui, l'usine Stelia, je la quitte avec, il y a plus de 900 salariés aujourd'hui, encore plus de 200 intérimaires, donc avec une perspective qui a été reconstruite depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui et qui continuera encore à construire. Donc le contexte culturel, c'était ça, c'était un très fort changement, une rupture forte avec l'ancien monde d'Airbus dans lequel l'usine était fortement attachée, et puis la création de quelque chose de différent, dans une entreprise qui était Aerolia puis Stelia, plutôt à taille humaine. Stelia, c'est 6000 personnes. L'usine, c'est 1000 personnes. Il fallait recréer quelle était la vision, où est-ce qu'on voulait emmener cette usine, avec quel domaine d'activité on pouvait pérenniser les emplois. Et puis, ces dernières années, et c'est plutôt là-dessus donc, après la constitution, la création d'un schéma directeur qui permettait de dire voilà quel type de produit on pouvait faire pour l'avenir, et la construction avec pas mal de millions d'euros pour accompagner ça. Il y a aussi la nécessité du changement de mindset auprès des gens, changement de mindset dans le sens où, venant d'une grosse entreprise avec un mode de fonctionnement très central, l'objectif d'avoir de plus en plus de marge de manœuvre locale, d'initiative et de responsabilité et de décision locale. Donc il a fallu accompagner ce changement-là justement au sein de l'usine pour essayer de construire quelque chose qui permette de rendre les gens encore plus engagés dans cette entreprise. Comme c'est un comptoir et c'est un bistrot, on essaiera de rendre les choses à chaque fois le plus concret possible. C'est-à-dire que là, on va essayer de comprendre juste sur cet exemple-là, essayer de comprendre ce qui a changé. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où il y a une usine qui est moribonde. Mais concrètement, moi je veux comprendre, c'est-à-dire que le vendredi, on dit, je caricature à l'extrême, le vendredi, on dit ça va pas, etc., on peut s'en séparer. Qu'est-ce qui se passe à partir du lundi, du mardi, du lundi d'après pour les équipes qui fait que soudain, on impulse quelque chose? On a parlé d'argent. On verra quel est le rôle de l'argent, parce qu'on ne va pas se mentir. L'argent a quand même un rôle qui peut être important. Je ne dis pas qu'il l'est toujours. Je crois qu'Yann, tu as un regard sur ça en plus dans ce que tu as fait chez SID, mais l'argent est quand même potentiellement un sujet important.
Tu parlais de mindset, je vais un peu chasser les anglicismes aussi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi? C'est le schéma de pensée, un peu de fonctionnement des managers. L'état d'esprit, oui. L'état d'esprit. Comment on change? Je vais m'attarder sur ça parce que ça cache plein de choses. Si on pouvait changer l'état d'esprit de ces managers, ce serait hyper facile. Il y a plein de gens qui bossent dans la fonction publique, qu'on a vu défiler la Rex aussi depuis hier, qui nous disent qu'il y a un monde d'écart incroyable entre le privé et le public. Moi, avec mes équipes, ce que vous me racontez, ça me paraît, c'est de la science-fiction, quoi. Comment est-ce qu'on change? Comment est-ce qu'on accompagne le changement d'état d'esprit des équipes? Comment on fait? Je pense que déjà, la première chose, c'est que, au-delà du comment, arrivé à un certain moment, dans le contexte dans lequel on est, et le niveau de pression qui est présent, on va dire, pour livrer les éléments de production au jour le jour, les gens finissent par dire à un moment donné, on ne peut plus continuer à travailler comme ça. C'est-à-dire avec un mode de fonctionnement très, très cloisonné, complètement à l'inverse de ce que tu as créé chez Yann, puisque au départ, pour être un peu plus concret, la création de Stelia était la fusion d'Aerolia et de Sogerma. Et donc la direction générale a imposé des modes de fonctionnement très centralisés pour essayer de créer une culture d'entreprise. Ex nihilo un petit peu, c'est-à-dire... Oui, mais le problème, c'est qu'en créant des fonctions centrales fortes, on décentralise complètement, justement, on centralise la décision et on déresponsabilise complètement le terrain. Donc ça, arrivé à un certain moment, on arrive au bout de cette expérience-là et on se dit on ne peut plus continuer à travailler comme ça, les gens ne travaillent pas vraiment ensemble, ils répondent à des gens, à des fonctions centrales, ça ne peut plus fonctionner. Donc déjà, il y a comment est-ce que c'est déjà quelque chose qui vient du terrain disant d'un point de vue qualité de vie au travail, on ne peut plus continuer comme ça. Donc il faut trouver autre chose. C'est-à-dire, quand on dit que d'un point de vue qualité de vie au travail, on ne peut plus continuer comme ça, qu'est-ce qui rendait les gens malheureux? Les gens malheureux parce que, justement, par des fonctions très centralisées, les gens répondent à des exigences qui tombent du haut et n'ont plus le sens concret du travail ensemble, le quotidien, les uns avec les autres, et qui fait quoi au sein de... Donc à un moment donné, on dit ça arrête de venir d'en haut. Ouais. On est d'accord. Le problème, c'est qu'il faut dire à ceux qui émettent les trucs d'en haut, il faut qu'ils arrêtent de le faire. Or, c'est souvent des chefs. Oui. Comment on fait ça? Comment on dit, les gars, vous arrêtez parce qu'en fait c'est chiant, sauf que c'est eux qui dirigent? Oui, c'est eux qui dirigent, donc il faut trouver le mode de fonctionnement, et c'est ce qu'on a trouvé avec l'équipe de direction à Saint-Nazaire, c'est d'essayer de faire ce filtre intermédiaire entre les exigences venant du haut, qui sont légitimes. Accessoirement, c'est aussi qui décide les investissements, ou en tout cas qui décide d'accorder les investissements. Donc il y a une question de... Ça peut être reboucler sur qui décide. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Et donc il y a forcément cette notion d'interface, de bouclier à construire au sein d'une usine pour que l'ensemble de l'équipe managériale fasse, justement, on puisse avoir cette interface et que sur le terrain, on redescende au plus bas niveau la décision, la possibilité de décider. Ça s'est manifesté par des bouleversements, c'est fort peut-être, mais des changements dans l'organisation, dans l'organigramme, dans les places, dans les râteaux, dans les... Alors c'est effectivement des changements d'organisation, peut-être une simplification, une réduction des niveaux hiérarchiques, mais aussi, et ça je l'ai constaté assez rapidement, la couche managériale intermédiaire, elle n'était pas forcément prête à aller jusqu'à ce niveau-là parce que quand on commence à dire on va donner davantage de responsabilités aux équipes et puis on va faire en sorte que ce soit eux collectivement qui prennent des décisions, ça veut dire que la couche intermédiaire managériale se pose des questions sur son rôle et se dit mais à quoi je sers concrètement et quel est mon rôle dans cette nouvelle façon de travailler? Je vais rajouter un truc. Après, on va vite aller vous chercher, vous. C'est que impulser ou insuffler une culture du changement ou dire à partir de maintenant on change, là on a une vue très macro, mais quand on descend, qu'on s'intéresse à des individus qui font le même métier depuis 10, 12, 15 ans, 20 ans, puis on leur dire au fait maintenant tu vas plus travailler comme ça, c'est un truc à accompagner qui est extrêmement difficile. Et on dit souvent que le management intermédiaire est entre le marteau et l'enclume. Tu dis non, Yann, donc tu vas pouvoir en causer après. En tout cas, qui peut paraître difficile pour la part du public, c'est de dire moi, Thierry, qui est dans mes équipes depuis 20 ans, je ne sais pas comment je vais le faire travailler différemment. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement particulier?
Avant de laisser par là la parole à Yann, il y a deux choses. Il y a un, très concrètement, le terrain, il est très demandeur de ça. Les gens sur le terrain, ils ont envie d'être plus responsabilisés. Même dans des grosses structures, ils attendent que ça. Et donc, il suffit juste de l'étincelle. Donc après, la couche intermédiaire, ce que j'ai fait moi, c'est plutôt de travailler avec eux, de réfléchir avec eux. Donc, j'ai construit un programme sur une quarantaine de managers du site, avec lequel on a construit un accompagnement de ce changement-là, en se disant pourquoi il faut changer, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les autres façons de manager, comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et puis, à travers un parcours sur 18 mois, qui était jalonné tous les 3-4 mois de séminaires où on se retrouvait 2 jours isolés de ces 40 managers-là, partager les expériences qu'ils ont pu vivre à travers différentes choses qu'ils ont pu expérimenter dans l'intermédiaire. Et travailler dans un mode de co-développement avec cette couche managérielle-là, sachant que concrètement, ce qui ressort, c'est que, encore une fois, les gens du terrain, ils ont très envie que ça change, et quand on leur propose et qu'on leur soumet des idées, des modes de travail différents, ils s'en saisissent immédiatement. Donc il n'y a pas eu de changement d'hommes ou de femmes de manière massive? Pas massive, mais effectivement, il y a des gens... Parce que quand on a dit qu'on va pas se raconter la messe, parfois il y a des gens qui ne peuvent pas opérer le changement. On va pas se mentir ici, on se dit les choses en vrai. Tu opères des grosses cultures du changement, il y en a pour qui c'est difficile. Quand il y a des transformations d'entreprise, il y a des gens qui restent sur le côté parce qu'ils n'y arrivent pas. Moi, c'est un sujet que je veux qu'on passe à l'as. C'est-à-dire, et notamment dans la direction. Parce qu'on sait que dans le frein au changement, tu l'as dit toi-même, parfois les équipes sont très preneuses. Ceux qui bloquent ne sont pas nécessairement les équipes qui demandent qu'une chose, c'est de prendre la main. C'est à d'autres niveaux. Et donc la question, et parfois vous le vivez peut-être, on va en parler avec vous, c'est comment on désamorce ça, comment est-ce qu'on change. Donc, en tout cas, pas de changement massif de femmes et d'hommes. Mais quelques personnes qui ont levé la main en disant « ce que tu nous proposes, moi je le sens pas et je préfère changer ». Il y a eu deux cas. Ok, ça marche, qui était plutôt du profil de management. Profil de management qui n'allait pas coller. Qui allait pas coller. Avec ça. Ça marche. Yann, je te voyais dodeliner de la tête. Quand tu dodelines de la tête, c'est que quand je parlais du changement terrain à accompagner, tu avais l'air de vouloir dire que ça pouvait être assez naturel pour les équipes. Et je crois que c'est une question de confiance en l'homme. L'homme au sens grand H, donc homme ou femme, hein, d'accord, c'est le problème de genre, c'est de l'humain. On a tendance à prendre les gens pour des cons, et les gens ne sont pas cons. Donc n'importe qui, du plus simple ouvrier ou employé dont on pourrait considérer que son poste n'aurait pas la même valeur que celle d'un manager, eh bien il faut se rappeler que cette personne-là, ça a été un bébé, puis un enfant, puis il s'est émancipé, puis un jour il s'est dit il faut que j'ai une relation amoureuse parce que je suis attiré par cet être qui est en face de moi. Et puis à ce moment-là, je ne vais pas lever la main en disant est-ce que je peux l'embrasser maintenant ou pas. J'essaye, ça marche pas, je prends une claque ou pas, enfin bon, j'avance. Il y en a pour qui ça n'a pas marché pendant longtemps. Bon, ça c'est l'histoire de... On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est un peu le problème. C'est pour ça qu'on est quand même pas tous égaux. Tous les deux. Ouais, c'est ça. Je t'en reparlerai après. Enfin, je connais une bonne psy si tu veux. Voilà. Donc tu avances et puis tu te dis bon ok j'y vais. Et puis une fois ça marche. Et puis tu te dis bon bah voilà maintenant on se connaît etc. Donc on est chez papa, chez maman, hein, et puis il va falloir qu'on prenne un appartement. Et puis qui va s'en occuper? Faut bien prendre un appartement. Et puis une fois qu'on a l'appartement, faut bien prendre l'électricité. Et puis il faut bien acheter des meubles. Et puis ensuite il faut aller faire la bouffe, gérer un budget, etc. Il n'y a personne qui nous manage pour faire ça dans notre vie. Et pourtant, tout le monde arrive à avoir un logement, ou enfin tout le monde, à 99,5%, les gens arrivent à avoir un logement, à se marier, à faire des enfants, à les élever, à les emmener à l'école, à faire en sorte à gérer. Donc, les gens sont capables. Toi, tu dis, faut être honnête, tout ça, c'est quand même... En tout cas, c'est pas moins compliqué que ce qu'on nous demande au boulot. Mais non, je veux dire, tu te rends compte, vivre, c'est vachement plus compliqué que 90% des actions qu'on fait au quotidien dans notre boîte. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est surtout une question de confiance. Et d'ailleurs, regarde la différence. Vous lisez n'importe quelle étude. Tu fais confiance à un gamin, ils font des études dans des classes en disant, vous prenez des gens, on va prendre 2 groupes, dites-vous, vous êtes des gens super intelligents, mais on va pas le dire à l'autre groupe-là, qui sont moins intelligents. Hein, okay, donc simplement vous allez plus vite, c'est pour ça que vous êtes montés sur l'estrade, eux ils sont pas montés sur l'estrade. Hein. Donc bon les gars, hein, on va y aller, hein, mais ça va pas être facile, parce que on voit que vous êtes motivés. Bon, alors évidemment vous n'avez pas la même chance au départ. Vous n'êtes pas ponctuel non plus. Ça va être dur, on va quand même essayer, hein, ok. Bon alors vous les stars, c'est fastoche, donc là on va vous donner un exercice, de toute façon vous êtes tous allés réussir. La seule chose c'est essayer de le faire en moins d'1 heure. Et
c'est sûr qu'en faisant ça, j'ai 9 chances sur 10 d'avoir une équipe qui performe plus que l'autre, simplement parce qu'il y en a une, je leur insuffle de la confiance et l'autre pas. C'est que de l'incantation alors. Mais non, c'est pas de l'incantation. Je vais avoir des questions cons exprès, il y en a Ouais, mais pour t'as te raison. chauffer un peu. Non, mais là, je fais le truc. Est-ce que j'ai confiance ou pas en les gens? Est-ce que je leur dis, ok, tu peux? Ou est-ce que je doute? Et si tu commences à douter, tu leur donnes pas la capacité à faire. Donc, tu n'as qu'à dire, ok, on y va. Et là, on va avoir la première objection, c'est, ouais, mais ok, et si je réussis pas, de toute façon, il va me péter la gueule. C'est ça. Je veux dire, je vais louper le truc, donc je sais pas, donc je préfère aller voir le chef, je lui dis comment il faut faire, il va me dire, comme ça, même si c'est pas bon, ça sera pas ma faute. Mais c'est pas la faute de la personne, ça. C'est la faute du manager qui est pas capable d'accepter l'erreur. Si j'ai confiance, ça veut dire qu'il faut que je donne la confiance, et ça veut dire que j'accepte que la personne se plante. Typiquement, tu prends un gamin qui apprend à marcher. Au début, il sait pas marcher, t'es d'accord? Ouais. Bêtement, on prend les 2 petits doigts comme ça, et on l'aide à marcher. Tu le lâches, qu'est-ce que fait le gamin? Bang, il se tombe. Tu le traites pas de con. Moi aussi, mais c'est une éducation que j'ai personnelle avec les enfants, donc c'est pas... Donc, tu le relèves et tu lui dis, tu remets les petits doigts, tu le fais avancer. Tu sais ce qu'il fait, ce con? Il se repète la gueule. Alors là, ce coup-ci, la deuxième fois, si tu n'avais pas traité de con la première, la deuxième, tu es obligé. Sûr. Tu te dis, attends, vraiment, tu le fais exprès? Bon, la troisième fois, tu le prends, tu le jettes. Parce que tu changes. Tu te dis, tu peux pas avoir ce bébé-là et est incapable de le faire. Bon, alors, comme c'est pas comme ça que ça se passe, pourquoi est-ce que, quand quelqu'un se trompe, on lui dit pas, on l'aide pas à recommencer? En disant, ok, t'es tombé parce que ça. Et puis, donc, je l'aide. Et donc, c'est tout le rôle du manager intermédiaire, c'est d'être un peu le jardinier, d'être la personne qui va accompagner, parce qu'elle a peut-être un peu plus d'expérience ou autre, ou au moins, s'il n'a pas la compétence. Il ne faut pas croire que les managers ont la compétence. Ils ont juste peut-être, à un moment donné, une fibre qui est plus dans l'accompagnement de l'organisation. Donc, accompagner le fait et redonner confiance pour dire, pas grave, tu t'es planté, recommence et réessaye. Moi, je dis aux équipes, si jamais tu ne te plantes pas dans l'année, si tu n'es pas capable de dire à plusieurs moments que tu t'es planté, ça veut dire que tu n'as pas assez été audacieux. Ton discours, Yann, en plus, il est beau et tout, donc il est hyper séduisant. On hoche tous la tête en disant, bah oui, finalement, c'est aussi simple que ça. On voit bien que si c'était si simple, ça serait le cas dans toutes les boîtes. On voit bien que c'est pas si simple. Pourquoi? Peur. Tu dis, mais qui a peur? Peur. Il y a 2 mots, il y en a un d'un côté, c'est confiance, et l'autre, c'est peur. Ok. En fait, c'est simple, l'entreprise, de manière générale, et l'organisation, c'est soit j'ai peur, soit j'ai confiance. Petit sondage. Qui est dans une structure, une organisation où il a le sentiment que ce qu'on est en train de raconter, je fais écho aussi à ce qui s'est passé chez Stelia à l'époque, ce qui est en train de se raconter là, on est quand même loin dans son organisation. Je dis pas boîte parce que ça peut être une institution, une entreprise ou autre. Levez la main. Qui se dit, chez moi, ça se passe quand même pas comme ça. Et pas tant que ça. Non mais si vous êtes tous de match avec Yann, ça va être chiant. Moi je vais arrêter la Rex de comptoir, ça n'a aucun intérêt. D'accord, donc là tout le monde est en train de se dire non, c'est vrai. Moi j'ai un manager qui me fait totalement confiance. Tu as le droit à l'erreur, hein, tu peux recommencer. Non mais ça me va bien. Moi ça me va bien, mais tout le monde est honnête, d'accord. Donc tout le monde est dans une boîte où on a un chef qui est extrêmement permissif, on n'a pas de contrôle. Dans une boîte où c'est pas descendant, où le droit à l'erreur est quelque chose qui est vraiment inscrit dans les règles, où on n'a pas d'outils de reporting, où on ne demande pas de rendre des comptes, tout ça, c'est ça? Ok. Ouais, salut. On va continuer tous les deux, non mais parce que... Non mais reste. Non mais tant mieux, c'est super. Tant mieux. Par contre, t'es pas obligé de quitter la salle, hein. Tu peux rester. Oui, je peux rester en bas. Non mais tant mieux. C'est une super nouvelle. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Que tu as dit, qu'est-ce que vous faites là? Pardonne-moi, tu as dit boîte. En fait, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont dans des boîtes à l'intérieur desquelles il y a des services. Et c'est pas parce que dans une boîte, tu as des gens qui peuvent à un moment donné ne pas être comme ça, qu'à l'intérieur d'un service, on peut pas avoir mis en place une organisation qui est correspondante à ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est pas forcément à tous les étages. Regarde, dans un couple, en général, t'as soit la maman, soit le papa, c'est souvent la maman qui est plus dure. Attention, ça c'est un cliché sexiste, Yann. Oui, ouais, c'est ça. Non, je l'ai dit justement parce que c'est souvent l'inverse. Donc il y en a marre d'être sexiste inversé. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, je suis un peu emmerdé parce que tu sais que je suis moi signataire de Jamais sans elle et on est quand même 3 mecs. Tu avais dit que tu mettrais une perruque, c'est pas le cas. Non, je ne... On se dit à un moment donné, il y en a un qui est le plus sympa et l'autre qui est le plus dur. Il y en a, à un moment donné, tu es obligé d'avoir dans une organisation des gens qui vont être pas tout à fait dans cette démarche-là parce que tu as mal dormi, parce que tu es fatigué, parce que tu es irrité, parce qu'à un moment donné, voilà. Et ressurgit quelque part la simplicité. Et la simplicité pour un manager, c'est de dire fais ci, fais ça. Et la difficulté, c'est de dire j'arrête de décider et j'essaye d'être un jardinier. Donc j'essaye d'être dans l'accompagnement de la personne pour lui dire est-ce que je peux t'aider à faire ce que tu as à faire? Oui, non.
Et dans la plupart des cas, et c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que quelqu'un, tu lui donnes la responsabilité, tu lui dis tu peux le faire. Il va se démerder, il va t'inventer des systèmes. Si vous regardez l'entreprise Favi, c'est hyper intéressant. Il y a un film qui s'appelle Question de confiance. Moi, ça a été une révélation, une dizaine d'années, quand j'ai vu ce film. Il y a 55 minutes. Le mec, il dit je vais dire aux ouvriers, démerdez-vous. Vous avez besoin de créer un nouvel outil, inventez-le. Et même, on récompense l'innovation par rapport à ça. Et c'est de là que ça vient. Donc, il faut juste être capable de se dire je peux avoir dans un service quelque chose qui fonctionne, et dans une entreprise complète, des endroits où ça ne fonctionne pas encore. Ouais. Je vais continuer à être empêchant de tourner en rond parce que là, il y a beaucoup trop d'unanimité. Ça me paraît une unanimité de façade. La confiance, là, pour tout le monde, vous vous dites, avec votre collègue, ceux qui sont managers avec leur équipe, avec votre chef, confiance aveugle. Vraiment ? Regardez-moi. Ok, merci à ceux qui font un peu non de la tête. Sinon, on va avoir du mal à avancer. Il y a des sourcils qui se haussent. Merci, madame. Parce que sinon, ce serait facile. Et tu sais bien, Yann, et après, on va retirer François, que c'est pas si facile que ça. D'accord ? Parce que ce serait se mentir là que de dire il suffit de faire ça, c'est cool. C'est pas vrai, c'est pas facile. Moi j'aimerais qu'on se dise, et si vous êtes là, c'est parce que vous savez que c'est pas facile, c'est que vous attendez des choses. Moi j'aimerais là qu'on s'est donné un peu. L'objectif c'est ça. Être capable de bosser en confiance, avec cette maturité-là entre adultes, de se dire les choses, d'être avec des gens qui partagent les valeurs de la boîte quand elles sont affichées. Tout ça c'est super. Moi j'aimerais qu'on se dise comment est-ce qu'on relève les obstacles qu'on rencontre. Parce que tout à l'heure, au tout début, j'ai demandé dans quel contexte de changement vous étiez. J'aimerais que vous nous fassiez part dans la salle, c'est ça je trouve qui est intéressant, on va pas se palucher avec nos succès respectifs, on en a tous, c'est très bien. Où est-ce que vous en êtes des obstacles que vous rencontrez ? Moi j'aimerais qu'on ait quelques exemples et qu'on voit dans une discussion si ça fait écho chez François, chez Yann, les obstacles que vous avez rencontrés, ou avec d'autres dans la salle, et qu'on voit comment est-ce qu'on peut ensemble discuter autour de ça. Qui rencontre des difficultés là, dans une ou plusieurs des étapes qu'on vient un peu de soulever ? Levez la main, parlez, n'hésitez pas, prenez la parole. Ouais, on y va ? Je vous donne même le micro. Bonjour, alors moi ce serait, dans le cadre de ma société, d'aller vers plus de pluridisciplinarité, un peu dans l'esprit lean management, on va dire, un peu, dans nos pratiques, et donc faire porter plusieurs compétences sur des mêmes personnes pour justement pouvoir être plus scalable à l'échelle de l'entreprise. Et sur deux métiers en particulier, le développement informatique et la partie exploitation informatique, c'est très à la mode dans l'IT, le DevOps, on va dire. Et en fait, le principal, la peur des gens, c'est tout simplement qu'ils se disent, mais enfin... Moi, j'ai été recruté en tant que développeur. Là, tu me demandes de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Et en plus, du coup, c'est un peu aller vers moins d'expertise. Et en fait, on a des réticences où les gens ils se disent mais je travaillerai moins bien, je serai moins bon si tu me demandes de faire plus de choses que je ne sais en faire. Donc dans le changement, c'est dans le changement du métier, en fait, comment accompagner, et parce que c'est pas rien en fait, de demander aux gens de changer leur quotidien en fait. Pourquoi tu peux me redire juste d'où vient la demande de changement ? Pourquoi aujourd'hui il y a cette volonté d'aller vers une pour être plus efficient en fait, pour éviter d'avoir des gens qui portent des compétences. Okay. C'est pour éviter aussi le risque que du coup cette personne-là qui a cette compétence-là, si elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est okay. Pour adresser tout un tas de risques opérationnels qu'on peut avoir au quotidien. Mais pas que, okay. Et aussi pour se dire quand on a besoin d'un renfort sur une compétence, sachant qu'on est pluridisciplinaire, on peut le faire. Et donc on est la plus peur, efficient. Juste pour se le redire, c'est essayer de rattraper à chaque fois un maximum de gens à tout ça. Les peurs que vous identifiez dans vos équipes, c'est perte d'expertise, parce que je vais diluer la compétence que j'ai avec une autre. Oui. Est-ce qu'il y a la peur de ne pas savoir faire l'autre métier ? Ah oui, absolument. Ok. Donc la peur d'acquisition de nouvelles compétences. Oui, et puis justement, si jamais à un moment donné, je dois faire ce qui n'est pas ancré en moi, pas mon expertise, est-ce que je saurais le faire bien ? Okay. Est-ce que je serai à la hauteur ? Donc c'est comment sécuriser en fait cette prise de risque finalement des collaborateurs. Chez qui ça fait écho cette situation-là ? Vous vous dites moi j'ai un truc qui ressemble un peu à ça chez moi. Ok, 3-4, ça marche. François, Yann, est-ce que et peut-être que vous n'avez pas d'exemple tel quel vécu, c'est pas grave. François, est-ce que dans le cadre notamment de ce que tu décrivais chez Stelia, voire de ce qui est en train de se passer peut-être chez Airbus, tu as des choses qui font écho à ça et des expériences à partager ? Alors sur ce domaine-là plus particulièrement, pas forcément. Peut-être que toi, Yann, t'en aurais à partager. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que quand on passe dans un mode de fonctionnement différent ou qu'on a envie de changer, rapidement, on est rattrapé plus par la nécessité de
le quotidien, le fait de devoir livrer au quotidien et de pas louper un certain nombre de livraisons. Moi, je suis dans la prod pure. Et donc, finalement, en travaillant derrière ces sujets-là, la grosse peur, c'est OK, mais si je passe du temps à essayer d'impulser ce changement, j'aurai plus le temps où je vais louper des livraisons et donc du coup je vais me retrouver en difficulté. Et finalement, quand une ou deux crises commencent à arriver, finalement le contexte du changement, l'idée principale de se dire on va travailler différemment, on le met de côté, on dit attends, on verra ça plus tard. Et donc comment est-ce que ça c'est un gros frein. C'est un gros frein, et pourtant, c'est justement, par certaines expériences que j'ai pu avoir, au contraire, un levier intéressant, c'est que justement, en mettant les gens face à ces difficultés-là, en les faisant travailler ensemble justement sur cette problématique-là, le fait de pouvoir justement travailler différemment ensemble, d'être plus solidaire au sein d'une équipe en disant je suis au sein, j'ai des objectifs, de livraison en l'occurrence, mais c'est les objectifs qui sont partagés au sein de l'équipe et pas simplement sous la responsabilité d'une seule personne. C'est ce que j'allais demander, donc objectif partagé, voilà. Donc vraiment inscrit, formalisé, etc. Et le travailler ensemble, il s'est manifesté par, je sais pas moi, des groupes projets ou des groupes projets, de la colocalisation. On casse les bureaux et on met les gens tous ensemble. Ça marche. Et puis on les met devant des tableaux d'animation en prod pour partager. Quand on dit qu'on est en quête d'exemples concrets, voilà, colocalisation, donc on casse les bureaux, on change la manière dont on est organisé physiquement pour faire en sorte que les gens vivent ensemble et ok, ça marche. Donc ça c'est quelque chose qui a été fait et dont tu as pu mesurer, j'allais dire, les effets bénéfiques. Oui, avec le frein que j'ai cité qui est toujours présent, de dire mais si on fait le temps qu'on fait tout ça, on risque d'avoir des problèmes derrière. Donc c'est toujours un peu parfois il faut se donner plus de temps. On se dit, on avait décidé de mettre en place ça, et on dit, tant pis, on décale un petit peu, parce qu'on se donne plus de temps. Le changement, c'est parfois, on a des ambitions, et puis on est obligé parfois de se donner un peu plus de temps. Il semble y avoir un truc en commun qui guide tout ce qui fait que ça marche dans ce cas-là. Tu parlais de vision tout à l'heure. C'est quand même à un moment donné qu'il y a une femme, un homme ou un organisme ou une communauté qui doit incarner une vision. C'est-à-dire que quand on se dit à la prod, pendant qu'on fait ça, ça avance pas. S'il y a quelqu'un d'important ou perçu comme important, ou un groupe perçu comme important qui dit aujourd'hui notre priorité elle est là, ça aide quand même. Il y a une incarnation un peu de la vision du chemin à suivre qui doit être forte. Moi je pense qu'il faut quand même dans cette période-là en particulier avoir quelqu'un qui barre et qui dit non, on ne changera pas de toute façon, parce que c'est tellement facile de revenir en arrière. Donc il faut aussi avoir, et là peut-être c'est la différence peut-être avec Yann qui est lui son propre patron, quand on a cette épée de Damoclès qui dit vous allez livrer, est-ce que vous allez livrer vos produits avec la bonne qualité et au bon timing, on commence à dériver. Il y a la tentation du dessus qui est pour les gens qui vous ont fait confiance en disant vas-y expérimente tes trucs et on verra. Quand on commence à avoir cette tentation à dire oh là là, mais attends, tu livres plus, donc ton machin ça marche pas, donc tu vas revenir tout de suite sur le truc. Et là, c'est de dire non, je garde la barre sur la même logique et il faut pas en changer, sinon effectivement. Et je vais provoquer Yann exprès. Tu parlais de Peugeot tout à l'heure. C'est peut-être plus difficile, en effet, de tenir la barre quand on est sous-traitant automobile ou sous-traitant d'aéronautique avec une pression quand même de déglingo sur la prod, etc., que quand on est patron d'une société de conseil informatique. Tu peux me bâcher. Hein. Ouais. C'est un cadeau. C'est un cadeau que je te fais. Non, c'est sympa. Déjà, t'es remonté. Ouais, c'est pas mal. J'ai le droit de remonter. Oui, alors évidemment. Et au-delà de la blague, où est la difficulté ? Plus l'entreprise est grande, plus c'est difficile. Parce que plus il y a effectivement à organiser, accompagner le fait que les choses s'organisent. Je dis bien pas organiser. Parce que quand je reprends ta question, et tu dis comment je peux faire pour que les gens fassent, déjà, ça commence par dire que c'est toi qui décides à leur place. Donc déjà, à la base, pour moi, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, ça veut dire que tu dis, toi, tu dois faire ça, et donc je dois définir ton poste pour que tu sois capable de tenir ce poste-là et ce poste-là. Et donc ça veut dire que je rentre dans le rôle, donc dans le poste de la personne, pour aller lui dire ce qu'il doit faire. Si jamais je prends les choses différemment et que je dis, écoutez, voilà les gars, vous êtes une équipe, en l'occurrence, qui fait du développement d'applications, mettons, et qui doit faire de l'exploitation derrière. Je dis, moi, en fait, je vous explique la vision et votre mission.
la vision générale que l'on a, c'est de faire en sorte, contrairement à ce qu'il vient de dire, qu'on puisse livrer à temps. Parce que nous aussi, par exemple, moi j'ai fait l'intégration d'un logiciel de gestion chez Trelleborg, une boîte qui est un sous-traitant des automobiles. Ils livrent des seal and block, là, les trucs de voiture qui empêchent que ça claque. Et si jamais on n'a pas la livraison à temps, ça veut dire qu'on l'emmène en hélicoptère, parce que les flux tendus des voitures font que il faut que les livraisons arrivent. Donc quand on est en charge de l'exploitation d'un système comme ça, très forte pression. Très forte pression sur une petite boîte, comme tu disais tout à l'heure. Donc, à 160 personnes, on est une petite boîte par rapport à ces monstres-là. Et si jamais je dis, ok, il faut que vous soyez capable de vous remplacer. Non, je dis, écoutez les gars, c'est simple. Nous, notre mission, c'est faire en sorte que le système qu'on a mis en place, il marche. Vous êtes 5 personnes. Et voilà, dans l'équipe de 5, là, c'est vous qui gérez ce truc-là. Donc, vous faites les applications, les développements, la mise en place, et puis la maintenance. Et donc, il faut que ça marche. Voilà. Donc toi, ils se démerdent. Ouais. Double Parce que compétence, s'ils se démerdent, ça veut dire que c'est pas toi qui vas t'en occuper. Tu dis, moi, c'est telle heure à telle heure, il faut que le client soit content et que ça marche. Qu'est-ce que vous me proposez ? Et donc, si c'est eux qui trouvent la solution, c'est eux qui vont dire, ouais, il faut qu'on se forme là-dessus, etc. Non, mais c'est moi qui fais le job, mais si jamais à un moment donné ça merde, il faut que lui soit là pour faire un backup. Et à ce moment-là, ils vont se démerder entre eux, s'organiser, organiser leur planning pour que quand il y a des temps morts, ils puissent effectivement se former, faire du transfert de compétences pour pouvoir le faire. Sauf que, pour ça, il faut que tu acceptes de dire, c'est pas moi qui décide. Donc toi, tu dis, double compétence, je m'en fous, c'est pas le sujet. S'il y en a un qui dit, moi je fais ça, l'autre fait ça, c'est pas... Démerdez-vous. Mais si c'est le sujet, sauf que si c'est toi qui le décides, les autres le subissent. Alors que Non, si c'est les autres qui le décident, ils le subissent tu pas. dis c'est le sujet, pas forcément, parce que ça se trouve, ils atterriront pas à la double compétence. Exactement, c'est Donc, eux qui vont en décider. Donc il y en a qui vont se dire, moi ça m'intéresse, il y en a d'autres qui diront, ça m'intéresse pas. Mais d'ailleurs, c'est comme des potes. Tu regardes, tu te dis, tiens, vous avez votre meilleur pote qui vous dit, tiens, et vous le croisez dans la rue, vous êtes en train de marcher, puis il monte dans la bagnole. Et vous étiez en train de faire un truc. C'est votre meilleur pote, il monte dans la voiture. Pourquoi ? Parce que vous allez dire pourquoi ? Parce que vous êtes en train de faire autre chose, même si c'est votre meilleur pote. Bon, au pire, vous dites, vous montez dans la voiture. Il dit, viens, on part à la boule. Non, si, mais j'ai besoin de toi. Oui, mais j'avais un autre truc de prévu. Donc il faut bien qu'ils vous disent pourquoi sans savoir. Et écoute, c'est une question de vie ou de mort. Vous allez à la boule ou pas ? Qui va pas à la boule ? Vous allez tous à la boule, parce que c'était très grave. Non, il vous dit non, mais on va boire un coup. Et vous avez rendez-vous avec votre patron 10 minutes plus tard. Vous n'y allez pas. Donc vous allez bien organiser votre temps et votre chose par rapport à l'importance de la mission dans laquelle vous êtes embarqué. Donc plus on est, et dans un groupe de potes, si je dis ok, on part en week-end tous les 4. Il va falloir qu'il y en ait un qui s'occupe de réserver l'endroit, il y en a un qui va s'occuper plus de la bouffe, vous avez toujours un pote qui est plus la logistique. Qui n'a pas de pote logistique ? Non. Ou vous êtes peut-être la logistique. Ouais, c'est ça, ils sont emmerdés. Voilà, Merde, c'est moi le pote logistique en fait. Voilà, mais on a toujours une fonction. Et dit, ah ouais, mais putain, je peux pas, je me suis foulé la cheville. Il y en a un autre qui va s'y mettre. C'est bien la mission. La mission, ça va être passer un week-end ensemble qui va faire qu'on va s'organiser pour ça. Et entre potes, on se démerde. Et pourquoi on ne laisserait pas les gens à l'intérieur des équipes se démerder de la même façon ? Alors, on va revenir sur ça, mais Yann, l'exemple est super. La différence, c'est qu'on ne paye pas notre pote pour qu'il soit notre pote. Alors que quand on a des salariés, il y a un contrat de subordination de travail qui fait qu'il y a un salaire. Mais je fais exprès de dire ça parce qu'on va dire pourquoi les gens viennent bosser, etc. Il y en a beaucoup qui viennent bosser parce qu'ils veulent un salaire. Si on leur donnait ce qu'ils voulaient faire, ils ne se lèveraient pas le matin. Tous. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus ? On va y revenir. Juste, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand Yann dit, oui, mais en fait, il faut essayer en tout cas de ne pas prendre la main, de les laisser se démerder. Je suis un peu provoque. Pourquoi vous ne le faites pas, vous ? Alors on a tenté au niveau du comité de direction, j'en fais pas partie, mais ils ont mis en place un arbre des ambitions. Alors c'est une très très bonne initiative dans lequel ils ont donné la feuille de route et la trajectoire à 3 ans avec des axes dans l'arbre qu'ils souhaitent, c'est un OKR pour ceux qui connaissent, qui permettent de définir les objectifs majeurs de la société. Le DevOps en faisait partie, mais il ne disait pas comment, il ne donnait pas d'idée sur la trajectoire, donc elle était à dessiner. Mais tout le monde a bien compris que l'impact du DevOps, c'était du coup de rassembler 2 compétences et de les faire porter par une seule et même personne, et ça à l'échelle de tous les projets qu'on peut mener en parallèle.
Donc c'est pas une ambition qu'ils ont posée. C'est une ambition C'est d'entreprise. cible. C'est une ambition d'entreprise qui a été posée par le CODIR, mais dont on souhaite que les managers, mais aussi tous les salariés, la prennent et la déclinent et on dessine la trajectoire pour atteindre la cible dans 3 ans. Mais du coup, c'est un peu ça, c'est responsabilisation. Mais comment est-ce qu'on fait que cet objectif leur parle pour qu'ils dessinent eux-mêmes la trajectoire? Mais c'est quoi l'objectif? Est-ce que j'ai pas compris? L'objectif, c'est la double compétence? Oui, oui, enfin pas que, mais en soi- eux ils voient ça. En fait, eux ils voient ça à leur échelle. Ils se disent ça veut dire quoi? Ça veut juste qu'on va changer ma fiche de poste et on va me demander de faire des trucs que j'ai pas envie de faire et sur lesquels je suis pas expert. Mais si, moi vraiment, je suis vraiment, encore une fois, je joue mon emmerdeur. Peut-être que l'arbre de décision est mal fait là. Peut-être que l'objectif, c'est pas la double compétence du tout. Ah non, mais l'objectif n'est pas la double compétence, c'est la manière dont eux ont vu Bah, c'est ce qu'on l'impact à leur échelle individuelle. Et ils n'ont pas vu en fait à quel point ça pouvait individuellement leur servir parce que ça sert la boîte dans laquelle ils travaillent et que si on le fait pas, peut-être que ça peut nous mettre en danger et donc mettre en danger leur travail. Mais ça, eux, dans un premier temps, ce que je pense naturel et c'est ce qu'on fait tous, hein, c'est juste alors c'est quoi l'impact pour moi? Et si ça me plaît pas, ben j'y vais pas. Et en fait, la question c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour C'est peut-être un problème de façon de communiquer, la façon non mais de sûrement, le c'est présenter. possible. Parce que si J'imagine. cette ambition, ce que je comprends dans ce que tu décris, c'est que l'ambition, elle est relativement floue. Enfin, en tout cas, c'est une notion, et c'est bien comme une ambition. Et par contre, ce qui reste à construire, c'est justement ce que je comprends, c'est que c'est le comment, c'est à vous de le définir, quoi, ensemble. Et les gens ont peut-être compris, parce que peut-être pas assez bien accompagnés, j'en sais rien. Hein, c'est comme ça que je le perçois par rapport à comment tu le racontes. Mais si les managers expliquent, le CODIR explique que ça c'est une ambition, mais à vous d'expliquer, de construire justement le chemin pour y arriver. Et puis cette ambition, elle se traduit par quoi? Les gens ont interprété visiblement que ça voulait dire ça et ça, alors que peut-être que c'était pas ça le... Ouais, je pense que c'est peut-être ça qui manque, donner du sens ou. Alors, c'est super. Alors, merci de votre témoignage, parce qu'en plus, vous levez la main puis vous faites bousculer. C'est quand même pas sympa de ma part. Non, mais c'est génial de partager ça avec nous, etc. Moi, je pense que ça éclaire quelque chose aussi. C'est le rôle du management intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a entre les opérationnels en ce moment qu'on magnifie. C'est-à-dire qu'en ce moment, les employés, les ouvriers sont tous des gens extraordinaires, pyramide inversée, c'est eux qui ont raison, etc. C'est un peu le sens du moment. Et puis, du coup, on inverse la pyramide. Mais quand vous inversez la pyramide, il y a des gens qui ne bougent pas, c'est ceux qui sont au milieu. D'accord ? Et ceux qui sont au milieu, c'est ceux qui doivent porter les messages, c'est ceux qui doivent interpréter, incarner, etc. Pour eux, c'est compliqué. Je dis pour eux, peut-être que dans la salle, vous êtes là. Ceux qui doivent... On me donne l'ambition, puis démerde-toi à l'expliquer aux gens ce que ça veut dire, etc. C'est quand même un job qui est... Là, il y a du taf, quoi. Là, c'est compliqué. C'est là où c'est pour ça que c'est comme probablement c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut accompagner. C'est pour ça que vous êtes dans la fabrique du changement, il y a de l'accompagnement au changement, il faut expliquer, il faut donner du sens, il faut expliquer cette vision, il faut dire ce que c'est qu'une mission, il faut rappeler les valeurs dans lesquelles on est, il faut rappeler l'équipe, il faut se dire qu'on est à plusieurs pour faire la même chose, et donc à partir de ce moment-là, les choses se construisent. Si jamais j'envoie une note de service ou que j'affiche un truc en disant voilà, l'organisation c'est ça, démerdez-vous, il manque 2-3 étapes de base qui consistent à expliquer et donc faire la pédagogie nécessaire pour que ça puisse se mettre en place. Sans ça, évidemment, ça ne marche pas. Encore une fois, je reprends l'exemple du gamin à qui on a tapé sur la gueule tout à l'heure parce qu'il n'arrivait pas à marcher. C'est une image, on a tapé sur personne pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, non mais donc le bébé qui tombe la première fois, on pourrait très bien lui avoir dit alors écoute, c'est très simple, tu vas te mettre sur tes 2 pattes, puis maintenant tu marches. C'est simple, l'explication était claire. Je fais aucune conduite du changement, puis je regarde. Je ne bouge pas fort quand même. Éventuellement, il se remue, il se met à quoi ? À 4 pattes, et il marche à 4 pattes. Et à ce moment-là, je l'engueule parce que ce n'était pas la commande. Donc à un moment donné, il faut que il y a la partie explication, vision, mission, et puis il y a la partie accompagnement au changement. Donc accompagnement, ça peut vouloir dire formation, ça peut vouloir dire éclaircissement en fonction de là où en sont les gens et de là où en est l'organisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique à une problématique qui est exposée, quelle qu'elle soit. Alors les gens ne partent pas parce que c'est pas intéressant, hein, ils nous ont prévenus, ils partent parce qu'ils vont pitcher. Une autre, merci beaucoup. Un autre partage je trouve ça particulièrement intéressant, d'obstacles en bas. Ouais, alors bougez pas, je vais venir même vous apporter le micro pour qu'on vous entende bien. Expliquez-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou quel est l'obstacle. Bonjour, nous on se trouve dans une situation où on a initié une démarche avec le droit à l'erreur, la confiance, et depuis 2 ans on a la chance d'avoir une activité qui repart bien, donc du coup beaucoup de nouvelles intégrations.
Et là, on se retrouve avec des gens où il y a, en fait, c'est dans les, alors on y travaille, mais c'est beaucoup d'énergie pour, sur des recrutements, notamment en production, les emmener dans cette démarche-là. Il y en a certains, ils se demandent un peu où est-ce qu'ils sont arrivés. Et on a beau leur expliquer sur différentes étapes, mais autant ceux qui ont accompagné l'entreprise, donc on y est allé par étapes, culturellement ça s'est fait, ils s'y retrouvent. Les nouveaux, l'intégration n'est pas facile, surtout quand on est sur des intégrations en volume, en termes d'effectifs. Alors nous, aujourd'hui on est 150, il y a un an, on devait être 90. Donc c'est des gros volumes. Alors, je ne sais pas sur vos entreprises, est-ce que vous avez rencontré ça ? Et donc on a eu quelques erreurs, c'est-à-dire des gens qui au final nous ont quittés. Donc, ça fait partie de notre droit à l'erreur en RH, j'estime. Parce qu'effectivement on n'a pas su en fait suffisamment les accompagner dans ce changement de culture, même s'ils en sentaient les bénéfices, mais on n'a pas réussi à les embarquer suffisamment dans la démarche. Ça les a aussi perturbés. Alors en langage RH, en tant qu'ancien RH, quand on dit nous ont quittés, c'est qu'on a mis fin à leur période d'essai ou qu'on les a licenciés. Hein, Non, c'est pas le cas. Ils sont partis, ou démission, d'accord. Je fais exprès, hein, je provoque pour voir là. Mais il y a aussi eu des fins de période d'essai à l'initiative de l'employeur. Les deux. Non, pas beaucoup. D'accord. Je prends une petite voix parce que j'ai été salaud. Voilà. Problématique de recrutement, on est en train de se dire, quand on a bossé sur la transformation de l'entreprise avec des gens en interne, on a fait un gros boulot. Eux, ils y sont. On intègre des nouveaux. Tu parlais de valeurs aussi, Yann, tout à l'heure. J'imagine que chez Stelia, il y a aussi des valeurs qu'on essaye d'afficher en recrutement, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on s'assure que ceux qui rentrent prennent le pli ou sont déjà dans le pli ? Quel est votre regard là-dessus ? Sur le recrutement. Ouais, là, c'est un moment où ils se regardent tous les deux. Non, mais alors, moi je connais, entre le 1er janvier et aujourd'hui, on a recruté 25 personnes, donc c'était ce qui sur 160 fait pas mal quand même. Le sujet qu'on peut louper, c'est l'intégration. Et donc c'est très difficile. Nous, on a mis en place, alors ça c'est un truc très concret, c'est que maintenant, chaque personne qui rentre une fois par trimestre, on fait un séminaire d'intégration. Donc pendant 2 jours, tous les nouveaux, ils passent avec nous. Donc là, j'y suis pendant 2 jours pour accompagner, expliquer. Et tous les gens de plein de métiers viennent et parlent de leur métier, échangent. On parle d'entreprise libérée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on s'organise de manière à ce qu'il y ait une acculturation de base. Je crois que si on a des volumes de personnes qui rentrent et qu'on ne fait pas leur intégration, alors dans une organisation qui n'est pas comparable parce qu'elle est plus lâche, puisqu'elle est au sens pas lâche, enfin vous voyez bien, où on est basé sur la confiance, ça veut dire qu'on va moins être autour de la personne pour la canaliser, la contrôler. Et du coup, ça veut dire qu'elle a un temps libre qui est très important et donc elle peut risquer de décrocher. J'en parle puisque hier, je faisais un entretien je suis rentré dans une salle avec une personne des ressources humaines et il y avait un entretien d'étonnement, non, c'est-à-dire que... François dit de licenciement. C'est une bonne blague qui méritait d'être partagée. Non, mais au bout d'un mois et demi, chez nous, il y a un entretien d'étonnement, une lettre d'étonnement qui se suit d'un entretien, et on fait un point sur qu'est-ce qui m'a étonné, en plus, en moins, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça chiant, etc. Et la nana en question dit, moi, je me trouve un peu toute seule, j'ai l'impression d'être un boulet dans l'entreprise parce que j'ai pas vraiment de mission, je sais pas trop bien quoi faire, je suis devant mon écran, je regarde, et j'ai l'impression de pas servir à grand-chose. Bon, et en fait, le temps d'apprentissage, dans notre méthodologie, on dit, mais prends le temps de t'acculturer, d'aller voir les gens, d'aller te promener, de regarder ce qui se passe, comment les gens travaillent, d'aller discuter avec eux. Ouais, mais je les fais chier parce que les mecs, ils ont l'air de bosser dur. Et donc, à un moment donné, il dit, ouais, mais ok, tu vois avec eux et tu dis, quand est-ce que je peux te voir ? J'aimerais bien discuter, échanger, ou alors est-ce que je peux venir t'accompagner sur tel truc, ou est-ce que je peux bosser avec toi ? Et donc, pour pouvoir le faire, je crois que quand il y a des phases de croissance importantes, il est très important de travailler à l'intégration, rappeler la philosophie de l'entreprise, rappeler les valeurs, rappeler le modèle de fonctionnement, et demander à d'autres personnes d'être des accompagnateurs. Dans les pistes, on peut nommer un tuteur, qui va être un peu le coordinateur, ou un binôme, pour pouvoir accompagner la personne à son intégration. Ouais, François, tu voulais compléter ? Pour compléter, peut-être, je pense que c'est un des éléments, je pense, effectivement majeur et le plus difficile, c'est l'intégration. Mais je pense que ça fonctionne, comme tu dis, Yann, avec aussi une trame de fond qui est des valeurs. Mais les valeurs,
les gens qui arrivent les comprendront d'autant mieux qu'elles sont vécues et que leurs collègues les vivent et qu'ils les embarquent dans cette même logique, comme si ils sautaient à l'eau dans un fleuve. Tu as des belles images, j'essaye d'en avoir, c'est un peu moins bien, je suis désolé, mais qu'ils puissent s'embarquer dans le flow et complètement intégrer les équipes. Et pour ça, il y a l'exemplarité des managers qui deviennent des coachs, justement, pour accompagner ces gens-là. Et puis, il y a leurs collègues de travail. Si les collègues de travail sont effectivement aussi bien impliqués, ça fonctionne d'autant mieux. Mais c'est un... Mais le témoignage de la collaboratrice qui vous avait rejointe peut paraître extrêmement légitime. Quand on nous offre beaucoup de liberté et qu'au départ on cherche à s'intégrer, on peut avoir le sentiment d'être un boulet pour les autres. Ça veut dire qu'il y a un gros accompagnement à faire aussi des autres collègues, en leur disant qu'ils doivent avoir une posture peut-être d'accueil, d'accompagnement et parfois de directivité aussi. Pas hésiter à dire aux gens, bah non, là c'est pas le moment, n'hésite pas à revenir, parce que on n'en a pas encore parlé, je sais pas si on aura le temps, mais quand on offre beaucoup de liberté aux gens, on sait très bien selon la nature et le profil des gens, ils vont pas tous endosser le même sens des responsabilités. Toi, tu prends beaucoup d'images. J'en ai entendu parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'espaces collectifs, de tiers-lieux. On met des espaces de cafettes, des trucs ouverts, etc. Dans une boîte, vous sondez. Il n'est pas rare que ce soit souvent les mêmes qui filent un coup d'éponge, qui rangent, qui s'occupent de ça, etc. Et au bout d'un moment, ces écarts-là peuvent nuire aussi. C'est le problème parfois de l'entreprise libérée, c'est qu'on dit qu'il manque des arbitres à un moment donné. C'est-à-dire que c'est bien beau de ne pas avoir de chef, mais parfois on aimerait bien en avoir un, quoi, qui juste remettent les choses à leur place. Ouais, François. Je pense à un truc là, qui a fonctionné chez Stelia, qui continue de fonctionner. C'est le fait de dire, quand on veut recruter quelqu'un, même un intérimaire, pas forcément en CDI, même un intérimaire, le fait de faire l'entretien de recrutement avec un ou deux compagnons qui sera après son collègue est quelque chose qui marche pas mal, parce que le compagnon en question fait aussi l'entretien et pose des questions. Et dit, tiens, tu vas être demain mon collègue, moi ce que j'attends de mon collègue c'est ça, est-ce que toi tu vas... Et une fois qu'il est intégré, puisque la décision de le prendre a été prise, il y a aussi la responsabilité du collègue de dire, bon, bah, maintenant je dois bien l'accueillir. Et puis avec ses autres collègues autour de production, ils disent, bon, bah, les gars, je l'ai choisi, je sens ce gars-là des valeurs particulières qui devraient coller avec les nôtres. Et il y a une sorte d'embarquement aussi du corps social avec lequel il se retrouve finalement à travailler. C'est une tendance, je ne vais pas dire générale. C'est un truc qu'on a entendu ces dernières heures et jours, à savoir le service recrute. Alors, on est loin quand même des tendances globales dans toutes les boîtes, mais en gros, c'est les futurs collègues qui ont un avis sur qui les rejoint. Yann, je sais que chez toi, je crois que c'est un truc qui se fait. C'est quelque chose que vous avez expérimenté ? Bon, pas au niveau production. Ok. C'est jouable ou pas d'essayer ça ? C'est quoi le frein ? Quand vous hésitez là, ça pourrait être quoi le frein ? Aujourd'hui, on les embarque quand les gens sont arrivés, en fait. Ils les accompagnent. On discute toujours à la fois, c'est-à-dire qu'il y a le responsable, le tuteur et le salarié sur les difficultés d'intégration pour voir à chaque fois qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut proposer avec le tuteur. Ouais. Et quand il y a un moment donné où ça coince, on sent que le tuteur, il ne veut pas prendre cette responsabilité, il faut que ça coince. Mais l'associer beaucoup plus en amont au recrutement ? Peut-être. On essaye de se dire c'est quoi les idées ? S'il y a une fois, quoi. C'est-à-dire c'est une espèce de super futur tuteur, quoi. Il est co-responsable du recrutement, et du coup je pense que ça implique encore un peu plus de main sur... Ça va même au-delà de ça, ça responsabilise la personne. Quand je suis en train de recruter quelqu'un qui va faire le même job que moi, j'ai envie que ce soit un type avec qui j'ai envie de bosser. Tout simplement. Donc simplement déjà dans la compréhension de l'équipe. Si c'est quelqu'un, je me dis, lui, je ne me vois pas du tout bosser avec lui. Au moment où il arrive dans la boîte, je veux dire, de toute façon, j'ai pas envie de bosser avec lui. Donc j'aurais dit, bah non, j'ai pas envie. Donc on va créer des aspirations, et donc une certaine logique qui correspond à des gens qui ont les mêmes valeurs ou avec qui je me sens bien bosser. Je dis, ça le fait. Donc ouais, le type. Et quand il y a un autre qui va dire, ouais, putain, t'as vu le petit nouveau ? Petit ou vieux nouveau d'ailleurs, parce que vu le chômage qui baisse, maintenant on recrute des gens qui sont en changement de vie. Et donc on dit, bah ouais, je l'ai vu, ouais, il est super. Ou alors l'autre dit, ouais, je sais pas, on va voir. C'est pas pareil dans l'accueil. Quand deux personnes parlent en disant, t'as vu lui, putain, t'as vu comment il est sapé, hein ?
Je le sens pas. Si jamais tu as participé au recrutement, jamais tu vas dire ça. Tu vas dire, bah oui, je le trouve cool, il était là, je l'ai vu en entretien, il était sympa. Et donc on démystifie et on crée effectivement une liaison. Donc c'est une très belle piste. Et on connaît tous, il y a un levier qui est extrêmement puissant qui s'appelle l'orgueil chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire que même quand tu t'es trompé ou que tu as le sentiment de t'être trompé, tu vas faire un peu plus d'efforts parce que c'est toi qui as pris la décision. Et là où peut-être tu abandonnerais en disant... C'est-à-dire, en effet, on te présente quelqu'un qui va bosser avec toi et puis les premiers jours, ça passe pas. Très vite, tu vas dire, ouais, ça me gonfle, ça passe pas. Si les premiers jours, ça passe pas, mais que c'est toi qui as décidé, il y a une espèce d'orgueil qui se met en place de dire, bon, non, mais ça va le faire, je me suis pas trompé, etc. Il y a une espèce de culture de l'effort qui se met en place et c'est vrai que, du coup, c'est plutôt précieux. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que quelqu'un a envie de dire, bon, moi, je vous écoute depuis 55 minutes, mais globalement, vous racontez quand même un paquet de conneries. Le dites pas comme ça parce qu'on le prendra mal, mais qui a un peu une vision différente ou encore une fois, quelqu'un qui rencontre un obstacle dans la mise en place d'idées dont on est en train de parler depuis quelque temps. Ce qu'on dit, on est dans une culture de changement, etc. Je vous donne aussi un micro. Merci. C'est pas du tout une vision différente parce que je me retrouve pas mal dans ce qui a été dit. Moi, je voudrais juste faire un tout petit aparté sur le télétravail. Donc, on a parlé de changement, donc changement de mode de fonctionnement dans les entreprises. Et moi, j'ai toujours travaillé dans un contexte industriel, un peu comme ce que vous décrivez. Comment on fait du télétravail dans un contexte industriel grosse usine où il y a des gens qui vont pouvoir en faire, soit tous ceux qui sont potentiellement dans un bureau avec un ordinateur. Et par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas en faire puisqu'ils sont postés sur leur machine. Donc je voulais avoir un peu votre retour d'expérience sur comment est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de mettre en place du télétravail dans les organisations dans lesquelles vous avez travaillé, et organisations industrielles surtout, et comment on fait pour ne pas créer de l'injustice, pour que ça se passe de façon la plus équitable possible. François va pouvoir répondre. Sachez que la réponse peut venir aussi après d'ailleurs sur ceux qui ont d'autres expériences industrielles. Moi, je pense que c'est pile dans la problématique que vous évoquez d'injustice, entre guillemets. Elle est réelle, en fait. De l'expérience que j'ai chez Stelia, il existe un accord de télétravail où on peut effectivement avoir 1 ou 2 jours, je ne sais plus, par semaine possible. Mais dans la réalité, plus on s'approche du terrain, plus on s'approche des fonctions de production, et moins il est sollicité, en fait, parce que les gens se rendent bien compte, et d'autant plus quand on essaye de créer un esprit d'équipe fort, une personne qui n'est pas là 2 jours par semaine, même si elle travaille à distance, surtout dans un environnement de production, où il y a besoin d'être proche du terrain, c'est pas compatible. Donc, pour le moment, de mon expérience, c'est plutôt ça marche pas. En tout cas, c'est pas une réponse. La réponse n'est pas très très favorable sur des activités de production. Pour comprendre la question, est-ce qu'on peut mettre en place le télétravail dans l'industrie? Parce que c'est vrai que dès qu'on se plonge dans les exemples dans notre tête, faire de la métallurgie en télétravail, on voit pas bien comment. Pareil, pour l'automobile, assembler des pièces, on voit pas bien comment. Est-ce que la question c'est, est-ce que c'est possible de mettre du télétravail dans l'industrie, ou est-ce que c'est comment on gère la frustration du fait qu'il ne soit pas en télétravail et l'injustice? Est-ce que c'est possible en répondant à la question de la frustration, évidemment. Ouais. Donc est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a du vécu d'entreprise dans lesquelles ça marche, quoi? Alors, c'est toujours inéquitable. C'est simple, c'est toujours inéquitable. D'ailleurs, vous avez qu'à dire, moi, le jour où vous avez une fuite d'eau chez vous, vous appelez votre plombier et vous dites, désolé, aujourd'hui, je suis en télétravail. Ça va pas, il peut le faire par visio, quoi. Il va faire votre réparation par visio, quoi. Mais ça fuit toujours, quoi. Donc en fait, vous allez déposer votre enfant pour aller à la garderie, et puis la personne qui s'occupe de la garderie, la nounou, elle dit non, désolé, aujourd'hui je télétravaille. Donc on va faire de la garderie à distance. Il y a tout un tas de métiers qui ne sont pas télétravaillables. Et c'est comme ça. Quand on est sur une chaîne de production, si on n'est pas là, ça veut dire quoi? Soit on met une machine, donc ça veut dire qu'on retire l'emploi, d'accord? Soit effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit organisé. Donc par construction, compte tenu de la nature spécifique des travaux, le télétravail est inéquitable. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut pas dire qu'on n'en fait pas. Alors chez SID, nous, on fait alors c'est pareil, on fait du télétravail comme tout le monde. En fait, la réalité du télétravail, dans 90% des cas, c'est enfant malade. La réalité, c'est pas du télétravail, c'est une disponibilité qu'on fait parce que, comme j'ai une contrainte perso, alors soit j'ai un enfant malade, soit j'ai une fuite, soit j'ai un rendez-vous chez le Toubib et j'habite à 35 km, donc c'est compliqué pour moi de venir et donc je vais faire ça. Et donc,
on a une facilité de télétravail. Et à ce moment-là, dans cette logique-là, ça devient équitable, parce que même dans une équipe de prod, dans l'équipe de 5 personnes, il y en a un qui va dire aux autres, écoutez, demain, j'ai un rendez-vous à 10h, est-ce que vous pouvez gérer pour moi ? Et je viendrai compenser derrière. Donc c'est une question plus d'organisation. Mais de toute façon, évidemment, les fonctions support, RH, finance, bureau de manière générale, sont largement favorisées dans les logiques de télétravail traditionnelles. C'est donc inéquitable. Il ne faut pas se voiler la face. Déjà, en plus, ils vivent plus longtemps parce qu'ils sont moins exposés aux maladies professionnelles. C'est pas une blague. Hein. Voilà, malheureusement, c'est pas une blague. C'est-à-dire que tous les ouvriers de l'industrie, ils sont moins bien lotis. Hein. La vie est dégueulasse. Du coup, avant que je dise autre chose, est-ce qu'il y a un témoignage de télétravail dans l'industrie ? Je pense que c'est dur. On n'en a pas dans la salle ? Ok, c'est un truc intéressant qu'on pourrait se mettre quelque part. Moi, j'avais envie de vous demander, soit par expérience, soit par idée, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est-à-dire qu'on a plusieurs équipes, plusieurs services qui auront une inéquité dans le cadre de la mise en place d'un accord. On va parler du télétravail. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne le met pas en place ? On compense ? On met en place et on ne compense pas ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que parfois, ce sont des choses pragmatiques. De dire, j'ai une partie de mes équipes qui vont être moins bien loties. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je renonce ? Est-ce que je... Moi, je pense qu'il faut essayer de mettre de la souplesse et s'adapter aux temps modernes. Donc, on est dans des temps sociaux, je le disais tout à l'heure, qui sont différents. Donc, on a des temps de vie qui ne sont pas les mêmes. Donc, il faut essayer de faire confiance aux équipes et les laisser s'organiser pour que les éléments de vie puissent rentrer le plus possible dans les contraintes professionnelles tout en les respectant. Et pareil pour l'industrie, donc on essaie de voir comment ils peuvent s'organiser. L'exemple de la Favi, pour ceux qui ne connaissent pas, l'exemple est devenu en effet très bon, tu en parlais tout à l'heure. La Favi, de ce qui a été fait en termes de liberté, démerdez-vous, a été loin, pas de télétravail je crois, mais des trucs hyper intéressants d'organisation. Parfois, pour qu'ils trouvent aussi une forme de bien-être au travail. On n'a pas beaucoup parlé de bien-être au travail, mais le changement pousse quand même beaucoup vers ça. Il nous reste quelques minutes. Si vous le voulez bien, on va prendre une dernière question, un dernier commentaire qui entraîne un peu d'échange de votre part. Ce sera la dernière, donc ne partez pas ici avec la frustration de ne pas avoir posé votre question, sous peine de mal dormir de tout le week-end. Pas de question. Merci beaucoup. Non, tu vas pas t'en sortir comme ça, Yann. C'est pas fini, après il y a encore autre chose, il n'y a pas de goûter, il n'y a rien, donc ne soyez pas pressés de partir. Pas une dernière question, une dernière remarque ? Ah, je me doutais. Bonjour. Au niveau confiance, vous dites que vous faites confiance à vos collaborateurs, ça va jusqu'où ? Confiance totale, les yeux fermés ou Écoutez, la personne qui s'occupe de l'informatique chez moi, elle n'a pas de budget. Je n'ai pas signé un chèque ni fait exercer quelques contrôles que ce soit depuis plusieurs années. J'ai oublié un truc qui était très important, c'est qu'il faut, pour la première des démarches, c'est faire sauter tous les lieux de pouvoir simples. Moi, je suis dans l'open space comme tout le monde, il n'y a pas de place direction, toutes ces conneries-là, c'est des trucs qui envoient un signe de distanciation à l'origine physique, et donc il faut essayer de les supprimer le plus possible pour garder une cohérence, quoi. Donc c'est la première chose. Ensuite, la confiance, ça va jusqu'au bout. Ça veut dire que on doit pouvoir laisser ce qu'on veut dans la boîte. Je dois pouvoir laisser un billet de 50 balles sur mon bureau et le retrouver quand je reviens. Je dois pouvoir prêter ma bagnole à n'importe quel collaborateur. Je dois pouvoir lui laisser engager ou acheter des trucs comme il veut, en lui faisant confiance, parce que les gens sont responsables. Quand je me souviens, une petite anecdote, quand le responsable informatique de nous, enfin le nôtre, au début, il venait d'une autre boîte et il me dit, l'infrastructure, il y aura quand même des modifications à faire parce que là, c'est pas très solide. Et donc voilà, j'ai regardé, il faudrait plutôt telle typologie de serveur ou tel truc, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en sais rien. Je veux dire, je suis pas expert. Et je lui dis, donc je lui ai renvoyé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses ? Et voilà, et je l'ai aidé à le faire. Je lui ai dit, mais choisis celui que tu veux. Il me dit, oui, mais c'est cher. Et je lui ai dit, mais d'accord, essaye de te mettre dans la position du mec qui a créé la boîte. C'est toi qui prends ma place, là maintenant, et je viens, on se retourne, et puis je te pose la même question. Je ne suis pas compétent. Je dis, mais tu fais quoi pour toi ? C'est ta boîte, tu fais quoi ? Et là, du coup, on réaligne le raisonnement pour que la personne se dise, si c'était moi, je ferais ça. Ouais, mais là, quand même, alors oui, c'est cher, mais il a telle fonctionnalité en plus. Ok, est-ce qu'elle est utile ou pas utile ? Et donc, tu réfléchis différemment par rapport à toi. Donc, fais-le. Et si on arrive à dire à chaque personne, raisonne dans l'entreprise et fais ce que tu dois faire, comme si c'était ta boîte, en ton âme et conscience, ça marche. Et tu sais ce qui se passe d'ailleurs, parce qu'on dit, ouais, c'est facile, machin. La réalité, c'est que en fait, les gens dépensent moins que si on leur donne un budget.
Je te donne un budget de 10 000. Et voilà, vous avez une ligne budgétaire de 10 000. À la fin de l'année, il reste combien? 0. Tu sais pourquoi? Parce que si jamais je n'ai pas consommé les 10 000, l'année prochaine, j'aurai Ça parle. moins. Ça parle à tout Ça le parle monde. à tout le monde. Tu as toutes les têtes qui sogent, etc. Donc si tu ne donnes pas de budget, il dit c'est quoi mon budget? Je dis le budget, c'est ce dont on a besoin réellement pour faire en sorte que l'entreprise puisse continuer d'avancer et que toi, tu puisses faire ton job. Et donc voilà. J'ai deux questions en plus à vous poser, parce que là, encore une fois, c'est séduisant comme discours. Combien de temps ça prend pour mettre ça en place dans le rapport de confiance avec un collaborateur? Parce que déjà, il y a quand même une première remarque qui est de dire, justement, c'est à toi de prendre la décision, c'est pas moi, je suis pas payé pour ça, on n'a pas le même salaire. Bon, premier truc. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on pilote? Parce qu'un manager, quand même, certains pilotent l'activité. Tu vas peut-être me dire, du coup, on pilote plus. Parce qu'on pilote sur indicateur, sur objectif, sur résultat. Donc comment on pilote un salarié, un collaborateur, un équipier, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, quand justement on arrête de lui donner beaucoup de directives précises. François, tu voulais... Vas-y. Oui, alors forcément dans le monde de la prod, dans le monde aéronautique, il y a un certain nombre de règles quand même à respecter. On ne peut pas faire des produits qui font tomber l'avion quand même. Donc non, il y a forcément un cadre. Et donc la question est de savoir jusqu'à quel niveau on met le cadre. Et je pense qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre jusque sur le terrain, pour pouvoir donner le cadre le plus large possible dans lequel les gens peuvent s'exprimer, sans pour autant aller jusqu'au niveau de dire c'est toi qui choisis. Il y a quand même évidemment un cadre dans lequel on dit, par exemple, au lieu d'avoir des budgets segmentés par type de fonction, mais on va vous donner un budget global. Et puis, à vous de décider si vous le mettez plus sur tel ou tel domaine, parce qu'en fonction des problématiques que vous avez face à vous, vous avez votre budget comme à la maison. C'est un petit peu ça l'idée. C'est compliqué dans les grosses structures, ça c'est une certitude. La question est de se dire à quel niveau on met le cadre, la structure, parce qu'il en faut une structure. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on est une grosse structure, il n'y a pas d'autre solution. Mais laissons le maximum de liberté dans un cadre qui soit le plus large possible pour que les gens puissent s'exprimer. Et je pense que ce que les gens ont envie, c'est pas forcément de se dire d'avoir la liberté totale. Et je pense que ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir suffisamment d'espace pour s'exprimer au bon sens du terme, pour être finalement heureux de venir au boulot le matin et de se dire j'ai quitté l'entreprise en ayant pris des décisions parce que dans mon champ de compétences, j'étais capable d'en prendre, parce qu'on m'en a laissé suffisamment, quoi. Alors, c'est un peu théorique ce que je dis, mais je pense que là où on peut laisser le cadre, essayer de l'élargir au maximum pour avoir cette capacité alors pour le coup, non, ça ne me paraît pas du tout théorique, au contraire, ça paraît extrêmement pratique. Le cadre, il est souvent imposé par des choses qu'on n'a pas en tête, dont on n'a pas parlé, qui est une valeur partagée par beaucoup de boîtes, c'est le sens client. C'est souvent le client qui impose le cadre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais parfois, tant que ça reste dans l'intérêt du... Le contrat client. Oui, c'est ça, c'est que de dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais s'il y a une date de livraison, s'il y a des demandes, etc., vous ne pourrez pas vous en échapper, entre guillemets. Et ceux à qui on laisse le plus la paix dans les entreprises, en termes de liberté au travail, qui font du télétravail finalement depuis des années, du nomade, qu'on ne pilote pas, etc., ce sont les commerciaux. Les commerciaux, vous n'êtes pas sur leur dos, etc. Souvent, ils partent en bagnole. Alors maintenant, on peut s'amuser à essayer de les géolocaliser, etc., mais faites ce que vous voulez. Ils partent en bagnole, etc., vous les pilotez sur objectif de qu'est-ce qu'ils vendent, etc. Et vous n'êtes pas derrière leur dos à voir ce qu'ils font. Parce que vous savez que le client est derrière. C'est pareil pour la relation client. Il y a du télétravail depuis longtemps. Parce que le cadre posé par le client, il est hyper fort, finalement. Ça prend combien de temps, Yann? Parce que je posais la question de cette relation-là à construire avec les équipiers. Là, justement, je suis au bar. Et donc, comme j'ai un rendez-vous à 17h, je vais vraiment devoir y aller. Mais c'est fini. C'est fini. Ça ne s'arrête jamais. Donc, ça ne prend pas du temps, c'est tout le temps. Voilà, donc c'est pas dire ouais ça y est je vais faire ça et pendant 6 mois je le fais et dans 6 mois c'est bon. C'est un process infini, c'est tout le temps, parce qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux projets, parce qu'il y a des organisations qui bougent et qu'il faut du temps pour le mettre en place, et ça dépend de la taille du service dans lequel vous êtes, ça dépend de la taille de l'équipe dans laquelle vous êtes, ça dépend de la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et donc moi je pense qu'il faut prendre les choses petit à petit, et surtout, et je rejoins ce que disait François tout à l'heure, il faut prendre le temps d'expliquer.
on ne prend pas assez le temps d'expliquer les choses. Donc, comme on n'explique pas, on ne donne pas le sens, et comme on ne donne pas le sens, les gens ne peuvent pas s'y retrouver. Je reprends la question de tout à l'heure, si jamais j'explique pas pourquoi il faut que les gens fassent 2 jobs, et pourquoi ça va aider à la fois eux, mais aussi l'entreprise et aussi la mission, ils ne peuvent pas comprendre, à ce moment-là, ils sont réfractaires. Donc ça prend du temps, il faut être patient et accompagner, et surtout faire confiance à l'autre, et donc casser sa peur. Et dans un bar, normalement, quand on a fini, on peut se casser quand on veut, parce que avec mes potes, je fais ça, quand j'ai du machin, après je me barre. Ouais, on fait ça quand on a payé un coup à tout le monde. Ouais, ça marche. Merci François, merci Yann, merci à tous, merci à vous dans la salle. Les Rex de comptoir, c'est fini pour ces 2 journées. La journée n'est pas finie, donc il reste encore quelques ateliers, puis une plénière finale de mémoire. Merci à tous.